Directeur général adjoint de la Coop Spira. Salut Sébastien. Salut. En compagnie de Jason Béliveau, directeur de la programmation du cinéma Beaumont. Comment ça va ce matin, Jason? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'être là tous deux pour jaser cinéma en général, mais aussi plus précisément ce matin de court-métrage. Le court-métrage, c'est quelque chose que moi, je connais un peu comme tout le monde qui connaît pas vraiment ça, c'est-à-dire le mot. OK, je connais le mot, puis je sais que c'est des films qui sont un peu moins long, tu sais. Est-ce que c'est la seule définition du court-métrage? Est-ce que c'est juste la durée ou c'est aussi dans la forme, la technique, etc. quand on parle de court-métrage en général? Ben, c'est sûr, je peux peut-être commencer. C'est sûr parce que là, en ce moment, je suis en train de donner une charge de cours à l'Université Laval sur le court-métrage, donc je suis dans le domaine. Ben, c'est sûr que ce qui relie évidemment toutes les formes du court-métrage ou ce qu'on peut appeler les formes audiovisuelles brèves, évidemment, c'est la durée. Ouais. Mais c'est sûr que ça implique une certaine reconfiguration des questions, mettons, esthétiques au niveau de du narratif. Donc, c'est sûr que le court-métrage a des particularités esthétiques qui sont différentes, étant donné qu'avec le peu de temps qu'on a puis qu'on doit dire. Donc, le fait de raconter une histoire en moins de temps, ça veut dire que des fois, toute la question de l'ellipse, toute la question de l'économie narrative est vraiment centrale. Donc, oui, mais essentiellement, tu sais, je veux dire, même le court-métrage, puis Sébastien, tu pourras, parce que Sébastien a fait de la distribution de court-métrage pendant longtemps, même la durée officielle de qu'est-ce qu'est un court-métrage, c'est pas encore clair. Personne s'entend sur c'est quoi la durée d'un court-métrage. Puis Sébastien, tu l'as vu probablement en festival. Chaque festival de cours ou même des festivals généralistes, si on veut, des festivals de long qui présentent aussi du court, ont des définitions différentes d'une durée de court-métrage officielle. Ouais, c'est ça. Puis je te dirais que c'est pas toutes les durées qui sont acceptées. Il y a des festivals qui vont limiter, mettons, un court-métrage en bas de 30 minutes. Okay. Il y en a qui vont aller jusqu'à 59. En fait, il y a aussi un format qui a semi-disparu, c'est le moyen-métrage. Là, à une époque, on parlait de moyen-métrage, on parle plus vraiment de ça. Moi, je dirais que pour moi, ça existe encore. Il y a des films de 45 minutes que je qualifierais, mais ils rentreraient dans des catégories court-métrage. Il y a même un festival là, qui va commencer le 20 novembre, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Ils ont une catégorie court et moyen-métrage. Mais donc, finalement, ça exclut le long-métrage. On peut dire, ça dépend. Là aussi, un long, il y a des gens qui vont dire que c'est à partir de 60 minutes. Pour les institutions, ils financent des longs-métrages à partir de 75 minutes. Donc, toutes ces durées-là, c'est assez subjectif. Le cours, après, c'est ça. On peut se dire... En tout cas, si je dois faire une définition personnelle, je pense que en bas de 60-45 minutes, on peut parler de court-métrage. Puis en haut du 5, sinon c'est une capsule, je vois. En bas de 5, il y a certains qui vont appeler ça le micro-court-métrage. Il y a des festivals qui existent de court-métrage que c'est des films de moins de 5 minutes. Donc, vraiment, c'est des micro. Wow. Puis, tu sais, je veux dire, moi, la semaine prochaine, je donne un cours sur ce que j'appelle les formes marginales du court-métrage. Puis, tu sais, le court-métrage, on peut ratisser très, très large. Si on prend, mettons, des Reels sur Instagram, où il y a une dizaine d'années, il y avait une application, si on veut, qui s'appelait Vine. Do it for the Vine. Do it for the Vine. Oui. Donc, c'était des vidéos très, très courtes qui duraient 6 minutes, mais qui... Parfois, il y avait beaucoup d'inventivité. Puis moi, la semaine prochaine, je vais essayer, durant mon cours, de dire, oui, dans une certaine mesure, dans certains cas, on peut considérer que c'est du court-métrage. Mais c'est justement ce qui est intéressant avec ce que tu disais en introduction, ce que tu connaissais pas du court-métrage, c'est aussi que le court-métrage n'a pas nécessairement toujours, je dirais pas bonne réputation, mais il est souvent considéré comme le club école du long-métrage. Donc, c'est-à-dire que quand on est un jeune cinéaste, on commence, surtout quand on fait des études, on nous demande de faire des courts-métrages dans le cadre de nos études, ou, évidemment, d'un point de vue financier, d'un point de vue de temps et d'énergie, c'est moins compliqué de faire un court-métrage. Et quand on a fait ses preuves, quand on s'est développé une signature, une patte, là, on est prêt, on gradue vers le long-métrage. Puis je pense que cette convention-là, si on veut, est un peu récalcitrante. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que le court est toujours de moindre qualité parce que c'est un banc d'essai, puis c'est là qu'on essaie des trucs, ce qui est pas faux, mais en même temps, je trouve que ce que le cours permet, justement, c'est une grande liberté. Donc, on est moins assujetti à des impératifs commerciaux, par exemple. Donc, on peut vraiment s'amuser. Et justement, dans ce terrain de sable-là, ce carré de sable-là, ça permet de faire des œuvres qui, justement, sont plus, parfois, intéressantes, transgressives, avant-gardistes que le long-métrage.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle des fois avec un livre? Tu sais, moi, pour en avoir écrit un, il est tout petit, tu sais, puis je me dis, c'est pas vraiment un vrai livre, tu sais, parce qu'il est tout petit. Mais dans le fond, quand on parle de livres, il y en a des petits livres qui sont de grands livres quand on y pense, tu sais, qui n'ont pas beaucoup de pages, mais qui ont marqué. On pense à l'Alchimiste, Animal Farm, mais on peut en nommer plusieurs autres. Est-ce qu'il y a un petit peu aussi ce même préjugé-là dans le court-métrage, que puisque c'est pas long, c'est beaucoup moins prestigieux, ou est-ce qu'il y a un respect, justement, de la forme malgré la durée? Ben, je dirais vraiment, comme disait Jason, tu peux t'amuser, là, tu peux vraiment rejeter les normes de convention au niveau de la scénarisation, tout ça, on peut avoir des choses plus flyées. Puis en documentaire aussi, là, en court-métrage documentaire, c'est un style qui monte. Il y a beaucoup d'imagination. On peut aussi faire éventuellement des mélanges de disciplines. Donc il y en a qui vont travailler la pellicule, qui vont, je sais pas, faire des vidéos danse, tout ça, qui sont considérés comme des courts-métrages. Et puis là, on s'entend que c'est des œuvres qui auraient plus de mal à vivre sur un 90 ou un 105 minutes, ou un film de 2 heures. Donc c'est vraiment, je pense, pour toute une communauté de cinéastes, le court-métrage est vraiment une fin en soi. Ça veut dire qu'ils ne prévoient pas forcément faire des courts-métrages pour que ça les amène au long. Ils vont éventuellement aller au long, mais revenir au court. Donc je pense que c'est aussi important. Il y a beaucoup notamment, il y a plusieurs, on va en parler peut-être plus tard, il y a des compagnies de distribution de courts-métrages spécifiquement au Québec. Ils ont comme idée que le court-métrage est une fin en soi, c'est-à-dire que c'est un médium à part. C'est du cinéma, mais c'est un style à part. Et je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Pour la même raison, je fais encore le parallèle avec des livres. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « je ne lis pas ». Mais puisqu'il était si petit, ça m'a pas fait peur, je suis embarqué dedans. On parlait de films il y a quelques jours, le nouveau Frankenstein, des affaires de 2h30, 3h. Il y a du monde que ça peut peut-être justement rébuter, mais de se dire hey, « écoute, c'est une demi-heure, c'est peut-être plus accessible. » Finalement, il y a peut-être cet avantage-là au court-métrage. Oui, probablement. C'est sûr que le long-métrage est tellement rentré dans une... culturellement, est tellement accepté. Je pense que là, il y a un travail qu'il faut faire avec les gens pour les amener vers le court-métrage parce que c'est ça, les gens sont pas habitués puis ils comprennent pas. Même quand moi, j'étais à Montréal cette semaine au Festival Cinémania parce que je présentais des programmes de court-métrage que j'avais montés puis on avait une salle pleine. Puis il y a des gens qui, pour eux, un programme de court-métrage, parce qu'on le dit pas, mais souvent le court-métrage est présenté à l'intérieur d'un programme d'1h30 où on va avoir 6-7 courts-métrages dans un cadre de festival. Et dans ces cas-là, les gens sont assez déstabilisés parce que là, durant 1h30, tu rentres dans 6-7 univers différents, ça peut être exigeant. C'est sûr que dans un programme de court-métrage, parfois, il y en a un que tu vas pas aimer forcément parce que c'est très diversifié. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que les gens... il y a une éducation à faire. Mais ceci étant dit, moi, je trouve que c'est une des grandes forces, par exemple, des programmes de court-métrage, c'est cette diversité-là. Donc, on ne sait jamais sur quoi qu'on va tomber. On est toujours ouvert à être surpris quand on va voir un long-métrage au cinéma. On sait à peu près c'est quoi. Ouais, on a vu le trailer maintenant. Tandis que là, c'est se garrocher un petit peu dans le vide, puis je trouve ça vraiment très, très beau. Puis, mais justement, par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de cinéastes qui sont établis aujourd'hui, puis qui sont respectés, qui ont cet amour-là du court-métrage, puis qui continuent d'en faire. David Lynch, qui est décédé récemment, a fait du court-métrage toute sa vie jusqu'à la toute fin. Donc, des fois, entre 2 projets de long, on se permettait de s'amuser avec un projet de court. Martin Scorsese, entre autres. Puis aussi, plein de cinéastes qui n'ont fait que du court-métrage toute leur vie puis qui sont aujourd'hui extrêmement respectés. Je pense, c'est souvent aussi le court-métrage, c'est tout ce qui est cinéma d'avant-garde, cinéma expérimental. Si on parle, mettons, par exemple, les surréalistes, quand ils ont commencé à faire du cinéma dans les années 30 à peu près, Un chien andalou, c'est un court-métrage. Puis des fois, on oublie de dire que certains des classiques de l'histoire du cinéma sont des courts-métrages. Je prends par exemple Nuit et brouillard d'Alain Resnais, qui est un documentaire bouleversant sur l'Holocauste, sur la Shoah. C'est un court-métrage. Fait que ça, des fois, on a tendance à oublier que il y a certaines de ces œuvres-là qui sont aussi importantes d'un point de vue historique. Donc, c'est pas vraiment une note de bas de page nécessairement. Non, les premiers films sont des courts-métrages, finalement. Par la force des choses, je présume, effectivement. Et puis, au Québec, est-ce que c'est une forme qui est bien soutenue, ça, le court-métrage, ou est-ce que c'est un peu anecdotique en termes de support de la part des différents paliers? Alors, on a, je pense, une certaine expertise en court-métrage au Québec, puis malheureusement, je trouve qu'en termes de diffusion, il y a encore beaucoup à faire. Là, je pense que le public, on n'a pas forcément des habitudes. Si tu prends des pays comme la France, tout ça, je pense qu'il y a une certaine habitude sur le court-métrage. Même les gens, quand j'étais jeune, il y avait
de temps en temps des courts-métrages avant des longs-métrages au cinéma. Donc on a beaucoup de courts-métrages, mais je trouve qu'ils sont assez peu diffusés. Ils sont quand même soutenus, effectivement. Donc il y a des programmes de production. Tu sais, je parlais des programmes de la Ville de Québec qui soutient le court-métrage. Il y a la SODEC, le Conseil des arts et des lettres du Québec. Tout ça, il y a des programmes pour soutenir le court-métrage. On soutient également les festivals. On soutient aussi les distributeurs. Donc en fait, c'est ça, on est une particularité au Québec, c'est qu'on a des distributeurs qui sont des OBNL ou dans le cas de Spira, des coops. On distribue des courts-métrages. On a du soutien financier de la SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles, qui soutient comme ça les distributeurs. Puis, on voit, je sais qu'il y a certains pays qui nous jalousent, même un pays comme la France, comme je sais, qui a une tradition de court-métrage. Les distributeurs sont souvent des privés. Il y a peut-être une ou deux agences publiques, l'agence du court-métrage, mais sinon, c'est ça. Nous, on a la chance. C'est sûr qu'il faut, bien sûr, faire beaucoup de revenus autonomes, mais on est soutenu appuyé par des institutions. C'est qu'il y a vraiment une écologie. Pour qu'une industrie comme celle du cinéma fonctionne, il faut vraiment que du niveau de l'écriture, de la pré-production, de la prod, donc la post-production, après ça la distribution, le festival, il faut que cette chaîne-là soit vraiment économiquement soutenue ou viable. Puis c'est ce qui est beau avec le court-métrage, je veux me dire, d'avoir plusieurs. Puis le pire, c'est que j'étais allé prendre un verre à Montréal après ma projection, puis j'étais assis à une table, puis on avait les 5 ou 6 distributeurs de court-métrage qui étaient tous, puis qui se connaissent, puis évidemment qui sont des collègues, mais d'être assis puis de voir, hey, c'est vrai, il y a quand même autour de la table 5 ou 6 personnes qui font exclusivement de la distribution de courts-métrages. Wow. C'est quand même très, très beau, je trouve. Ouais. Oui, c'est ça. Puis on est monté en regroupement, en fait. Ça, on a une association qui nous représente. C'est le regroupement des distributeurs indépendants de films du Québec qui représente à la fois le long-métrage et le court-métrage. C'est ça. Quand on parle des étudiants, je suis curieux, Jason, toi tu en côtoies, est-ce que le court-métrage est bien vu ou est-ce que, comme on disait un petit peu depuis tantôt, même pour les étudiants, c'est vu un petit peu comme un sous-art ou est-ce que déjà ils comprennent que c'est une forme d'art en soi? Ben là, j'espère que mon cours va leur faire comprendre. C'est ta job, c'était ça ma job. Mais c'est parce que ce qui est drôle, c'est que justement, le baccalauréat en cinéma de l'Université Laval, qui est un nouveau baccalauréat qui existe depuis à peine 3 ans, donc qui est en construction, c'est les étudiants qui ont demandé au département en disant, vous nous demandez de faire un court-métrage par session ou par année, mais on n'en voit pas. Donc là, vous nous demandez de faire un format, on n'a aucune connaissance de qu'est-ce que c'est. Fait que là, moi, c'est mon travail de leur faire présenter des classiques du court-métrage. C'est ce que j'ai fait. Donc, de présenter, oui, les surréalistes, oui, les Dada, Meshes of the Afternoon, bon, le Ballon Rouge, des films comme ça qui sont vraiment des classiques. Puis aussi de leur faire comprendre que le court-métrage, aujourd'hui, avec la multiplication des écrans, avec les téléphones, avec les ordinateurs, c'est que le court-métrage, il est dans des endroits où on pense pas qu'il est. Puis c'est ce qui est beau aussi avec le court-métrage, étant donné sa petite durée, il peut s'intégrer à peu près partout ce que le long-métrage peut pas s'insérer. Donc, un vidéoclip, par exemple, de musique? Le dernier cours que je viens de donner avant-hier, j'ai donné un cours sur le vidéoclip. Ouais. Donc oui, le vidéoclip est du court-métrage. T'sais. Donc ça, c'est super intéressant de dire oui, de la bande-annonce, c'est du court-métrage. Est-ce que de la cinématique de jeux vidéo, c'est du court-métrage? Des Reels sur Instagram, des TikTok, est-ce que c'est du court-métrage? Donc vraiment de partir de ce point de vue-là pour leur montrer que le court-métrage, c'est pas simplement un film court qui est présenté en festival, qui dure 20 minutes, puis qui a une structure narrative qui est super établie. On peut faire de l'expérimental. Il y a beaucoup de cinéma d'animation au niveau du court-métrage. C'est un milieu qui est vraiment très, très riche, mais il faut ouvrir, justement, faut éveiller cette curiosité-là. Puis là, j'espère. Puis aussi de leur permettre de faire des meilleurs courts-métrages, parce qu'on le voit aussi quand les étudiants en font puis qu'ils n'en voient pas. On voit des maladresses. Ils essaient de faire rentrer un long-métrage à l'intérieur d'un court, puis ça ne fonctionne pas. C'est d'autres façons de réfléchir d'un point de vue narratif. Comment qu'on raconte une histoire en 12 minutes, mais c'est possible. Donc, ouais. Le chemin est un peu différent, ça va de soi. La forme est différente, mais ça reste très intéressant. S'il y a des gens à l'écoute qui se disent « J'aimerais ça aller en voir, moi, du court-métrage sous peu. » Y a-t-il des endroits, y a-t-il des moments? Où est-ce qu'on peut aller en regarder ces temps-ci? On peut en regarder, ça se trouve un peu partout. Le tout, c'est d'avoir des références parce qu'ils sont là. Le tout, c'est de les trouver. Okay. On en a un certain nombre sur le site de Spira. On a un catalogue. Là, nous, en général, les courts-métrages qu'on a, quand on les distribue, après leur tournée de festival, on les met gratuits. Mais si je peux en référer un qui est un de mes coups de cœur, c'est El Pissonchard, Loïc Dars, 28 minutes. C'est un distributeur qui s'appelle Traveling. Mais si vous cliquez El Pissonchard sur Google, vous allez les trouver tout de suite. C'est la mère du réalisateur. C'est son film d'école, le réalisateur Loïc Dars.
C'est sa mère, en fait, c'est ça en 2003 qui a décidé d'aller confronter son agresseur sexuel de quand elle était enfant. Elle lui a écrit une lettre, elle va lui remettre en main propre et elle filme tout le processus. 10 ans plus tard, son fils a fait son film d'école. Il a trouvé ces images-là de sa mère filmées avec une mini DV, puis il a fait le montage de ça. Donc il dialogue avec sa mère à travers ce film-là. C'est vraiment incroyable. Wow! On invite les gens donc à faire des recherches. Toi, y a-tu des petites ressources comme ça? Il y a Coop Spira, y a-tu... je sais pas moi, des affaires publiques qu'on peut aller fouiller là-dedans des fois? Ou, public, je sais pas. Au Québec, c'est ce qui manque aussi. C'est comme un point de chute uniquement pour le court-métrage. Ouais. Mais c'est ça. L'ONF a beaucoup de films sur sa plateforme. Beaucoup de courts-métrages. J'avoue que c'est vrai. Donc l'ONF, c'est une bonne façon, surtout que on peut même dire que le cinéma québécois donc, est né avec le court-métrage, donc avec tout le cinéma direct, Bro, Perrault, etc. Donc c'est vraiment le documentaire, c'est ça, des années 50-60 au Québec qui a donné naissance à notre cinéma. Puis justement, moi, si j'avais très rapidement là aussi une petite suggestion pour rester dans le court-métrage québécois, mais dans un autre registre, donc avec le temps des bouffons de Falardeau, donc qui est une charge contre une certaine élite économique et politique, qui est un documentaire aussi, si on veut, donc ce qu'on appelait le Beavers Club, donc à chaque année, des grands propriétaires, PDG, politiciens se réunissaient pour un grand souper c'était une façon de se remémorer, donc finalement, le début, donc finalement, ceux qui contrôlaient justement donc la traite des fourrures, etc. Et Falardeau réussit à être là, donc à se faire passer pour un journaliste. Il y a un côté un petit peu gonzo, donc il se ramasse là avec une équipe, tourne des images, et en soi, ça c'est une chose, mais ce qui est beau dans le film, c'est que justement, lui, sur ces images-là, fait une narration, donc commente qu'est-ce qu'il voit, et donc là, c'est vraiment, donc il se gêne vraiment pas. J'ai envie de dire enragé, mais enragé, ça veut dire une perte de contrôle, mais là, c'est tout le contraire, c'est une intelligence qui est extrêmement vive et qui montre justement tout le vulgaire, toute l'imbécilité genre de ces richissimes propriétaires. C'est un film vraiment bouleversant. Moi, c'est un film qui me donne, à chaque fois que je le vois, ça me donne des frissons. Puis c'est ce qui manque aujourd'hui dans le court-métrage, mais dans le long aussi, donc cette voix-là engagée, donc d'une intelligence très, très vive. Donc, puis ça, Le Temps des bouffons, il est disponible assez facilement en ligne. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque de sa sortie, le film était comme un peu scandaleux, donc c'était impossible de le voir. Et Falardeau encourageait les gens de faire des copies. Il y avait des copies qui étaient vendues 5$, vraiment là, sous le manteau. Puis je parlais à un ami la semaine passée qui est un petit peu plus vieux que moi, puis qui se rappelle dans les années 90 avoir payé 5$ pour avoir le VHS du Temps des bouffons de manière semi-illégale. Fait que justement, c'est pas une époque qui est très, très, très lointaine. Donc, le court-métrage est aussi, dans une certaine mesure, subversif et sulfureux et dangereux. Il peut l'être, en tout cas. Et d'actualité. Et d'actualité, oui. Tout à fait. C'est pour l'avoir vu, t'as l'impression que c'est un cirque, une moment donné. Ils ont l'air déguisés, ce monde-là. C'est complètement un autre monde. Là. Tu peux comprendre la frustration de Falardeau de voir que ça existe, ces affaires-là. Hey, on est déjà rendu à 8h04. Merci beaucoup d'avoir été là. Sébastien Merkling, directeur général adjoint de la Coop Spira. Jason Béliveau, directeur de la programmation du cinéma Beaumont. J'en connais maintenant plus sur le court-métrage. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de semaine. À toi aussi. Bye. Dans 2 semaines. Bye-bye. Merci à vous d'être à l'écoute de ces